Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les présidents de groupe, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le Président, vous l'avez dit, ainsi que chacun des orateurs, avec force et sobriété, en 3 jours, oui, en 3 jours, 17 vies ont été emportées par la barbarie. Les terroristes ont tué, assassiné des journalistes, des policiers, des Français juifs, des salariés. Les terroristes ont tué des personnes connues ou anonymes, dans leur diversité d'origine, d'opinion et de croyances. Et c'est toute la communauté nationale que l'on a touchée. Oui, c'est la France qu'on a touchée au cœur. Ces 17 vies étaient autant de visages de la France et autant de symboles de la liberté d'expression, de la vitalité de notre démocratie, de l'ordre républicain, de nos institutions, de la tolérance, de la laïcité. Les soutiens, la solidarité venus du monde entier, de la presse partout, des citoyens qui ont manifesté dans de nombreuses capitales, des chefs d'État et de gouvernement, tous ces soutiens ne s'y sont pas trompés. C'est bien l'esprit de la France, sa lumière, son message universel que l'on a voulu abattre. Mais la France est debout. Elle est là. Elle est toujours présente. À la suite des obsèques de ce matin, à Jérusalem, de la cérémonie éprouvante, belle, patriotique, à la préfecture de police de Paris, en présence du chef de l'État, à quelques heures ou 2 jours d'obsèques pour chacune des victimes, dans l'intimité familiale, je veux, comme chacun d'entre vous, rendre à nouveau l'hommage de la nation à toutes les victimes. Et la Marseillaise tout à l'heure, qui a éclaté dans cet hémicycle, était aussi une magnifique réponse, un magnifique message aux blessés, aux familles qui sont dans une peine immense, inconsolable, à leurs proches, à leurs collègues, à leurs confrères. Je veux dire à mon tour, une nouvelle fois, notre compassion et notre soutien. Le président de la République l'a dit ce matin avec des mots forts, personnels. La France se tient et se tiendra à leur côté. Dans l'épreuve, vous l'avez rappelé, notre peuple s'est rassemblé dès mercredi. Il a marché partout, dans la dignité, la fraternité, pour crier son attachement à la liberté et pour dire un non implacable au terrorisme, à l'intolérance, à l'antisémitisme, au racisme et aussi, au fond, à toute forme de résignation et d'indifférence. Ces rassemblements, vous le soulignez, Monsieur le Président de l'Assemblée, sont la plus belle des réponses. Dimanche, avec les chefs d'État et de gouvernement étrangers, avec l'ancien président de la République, avec les anciens premiers ministres, avec les responsables politiques et les forces vives de ce pays, avec le peuple français, nous avons dit, et avec quelle force, notre unité. Et Paris était la capitale universelle de la liberté et de la tolérance. Le peuple français, une fois encore, a été à la hauteur de son histoire. Mais c'est aussi pour nous tous sur ces bancs, vous l'avez dit, un message de très grande responsabilité. Être à la hauteur de la situation
est une exigence immense. Nous devons aux Français d'être vigilants quant aux mots que nous employons et à l'image que nous donnons. Bien sûr, la démocratie que l'on a voulu abattre, ce sont les débats, les confrontations. Ils sont nécessaires, indispensables à sa vitalité, et ils reprendront, c'est normal. Loin de moi l'idée de déposer, après ces événements, la moindre chape de plomb sur notre débat démocratique, et vous ne le permettrez pas de toute façon. Mais nous devons être capables, collectivement, de garder les yeux rivés sur l'intérêt général et d'être à la hauteur dans une situation qui est déjà difficile sur le plan économique, parce que notre pays est aussi fracturé depuis longtemps, parce qu'il y a eu des événements graves, on les oublie aujourd'hui, même s'ils n'avaient pas de lien entre eux, qui ont frappé les esprits à la fin de l'année, à Joué-les-Tours, à Dijon et à Nantes. Nous devons être à la hauteur de l'attente, de l'exigence, du message des Français. Je veux, mesdames et messieurs les députés, en notre nom à tous, saluer, et le mot est faible, le très grand professionnalisme, l'abnégation, la bravoure de toutes nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, unités d'élite. En 3 jours, les forces de sécurité, souvent au péril de leur vie, ont mené un travail remarquable d'investigation sous l'autorité du parquet antiterroriste, traquant les individus recherchés, travaillant sur les filières, interrogeant les entourages, afin de mettre hors d'état de nuire le plus vite possible ces 3 terroristes. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bernard Cazeneuve, je veux vous remercier aussi. Vous avez non seulement trouvé les mots justes, mais j'ai pu le voir à chaque heure. Vous étiez concentrés sur cet objectif. Autour du président de la République, avec vous aussi, Madame la garde des Sceaux, nous avons été pleinement mobilisés pour faire face à ces moments si difficiles pour la patrie et pour prendre les décisions graves qui s'imposaient. Mesdames, Messieurs les députés, à aucun moment nous ne devons baisser la garde. Et je veux dire avec gravité à la représentation nationale et à travers vous à nos concitoyens que non seulement la menace globale est toujours présente, mais que liés aux actes de la semaine dernière, des risques sérieux et très élevés demeurent. Ceux liés à d'éventuels complices ou encore ceux émanant de réseaux de donneurs d'ordre du terrorisme international, de cyberattaques et les menaces perpétrées à l'encontre de la France en sont malheureusement
La preuve, je vous dois cette vérité et nous devons cette vérité aux Français. Pour y faire face, partout sur le territoire, des militaires, des gendarmes, des policiers sont mobilisés. Les renforts de soldats affectés, en tout près de 10 000, et je vous en remercie, Monsieur le ministre de la Défense, et c'est sans précédent, permettent un niveau d'engagement massif. Plus de 122 000 personnels assurent la protection permanente des points sensibles et de l'espace public. Les renforts militaires serviront et servent en priorité à la protection des écoles confessionnelles juives, des synagogues et des mosquées. Madame, Messieurs les Présidents, après le temps de l'émotion et du recueillement, il n'est pas fini. Vient le temps de la lucidité et de l'action. Sommes-nous en guerre? La question a en réalité peu d'importance car les terroristes djihadistes, en nous frappant 3 jours consécutifs, y ont apporté une nouvelle fois la plus cruelle des réponses. Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera, et le président de la République l'a également rappelé ce matin, la France protégera, comme elle l'a toujours fait, tous ses concitoyens, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme, la fermeté implacable dans le respect de ce que nous sommes, un État de droit. Le gouvernement vient devant vous avec la volonté d'écouter et d'examiner toutes les réponses possibles, techniques, réglementaires, législatives, budgétaires, Monsieur le Président Jacob, à une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. La meilleure des réponses au terrorisme qui veut précisément briser ce que nous sommes, c'est-à-dire une grande démocratie, c'est le droit, c'est la démocratie, c'est la liberté et c'est le peuple français. À cette menace terroriste, la République apporte et apportera des réponses sur son sol national. Elle en apportera aussi là où les groupes terroristes s'organisent pour nous attaquer, pour nous menacer, nos intérêts comme nos concitoyens. C'est pour cela que le président de la République a décidé d'engager nos forces au Mali un 11 janvier, le 11 janvier 2013, jour où d'ailleurs tombait notre premier soldat dans ce conflit, Damien Boiteux. Et d'ailleurs, la même nuit, Monsieur le ministre de la Défense, 3 membres de nos services tombaient en Somalie. Le président de la République a décidé cet engagement pour venir en aide à un pays ami, le Mali, menacé de désintégration par des groupes terroristes, le Mali, pays musulman. Le président de la République a décidé de renforcer notre présence aux côtés de nos alliés africains avec l'opération Barkhane. C'est un gros effort qu'assume la France au nom notamment de l'Europe et de ses intérêts stratégiques. Un effort coûteux. La solidarité de l'Europe, elle doit être dans la rue, elle doit être aussi dans les budgets à nos côtés. Un effort impérieux
Et en effet, quelle belle image de voir dimanche dernier, coude à coude, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, le président de la République et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Là aussi, c'était la meilleure des réponses pour dire que nous ne menons pas une guerre de religion, mais que nous menons, oui, un combat pour la tolérance, la laïcité, la démocratie, la liberté et les États souverains, ce que les peuples doivent se choisir. Oui, nous nous battons ensemble et nous continuerons de nous battre sans relâche. C'est cette même volonté, curieuse concordance liée au calendrier, que nous exprimerons tout à l'heure en votant le prolongement de l'engagement de nos forces en Irak. C'est là aussi notre riposte claire et ferme. Je m'exprimerai ici même dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères le fera au Sénat. C'est là aussi notre riposte contre le terrorisme. Et nous devons avoir pour nos soldats engagés sur les théâtres d'opérations extérieures, à des milliers de kilomètres d'ici, un profond respect et une grande gratitude. La menace est aussi intérieure. Je l'ai également rappelé souvent à cette tribune. Et face à la tragédie qui vient de se dérouler, s'interroger est toujours légitime et nécessaire. Nous devons apporter des réponses aux victimes, à leurs familles, aux parlementaires, aux Français. Il faut le faire avec détermination, sérénité, sans jamais céder à la précipitation. Et je ferai mienne la formule du président Leroux: il n'y a pas de leçons à donner, il n'y a que des leçons à tirer. Le Parlement a déjà voté 2 lois antiterroristes, encore il y a quelques semaines, à une très large majorité. Les décrets d'application sont en cours de publication. Le Parlement s'est déjà saisi des questions relatives aux filières djihadistes. Ici même, à l'Assemblée nationale, le 3 décembre dernier, vous avez créé une commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Le président, M. Éric Ciotti, travaille étroitement avec le rapporteur, M. Patrick Mennucci. Et au Sénat, depuis le mois d'octobre, il existe une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Plusieurs membres du gouvernement ont déjà été auditionnés. Les travaux doivent se poursuivre et je sais que le ministre de l'Intérieur est particulièrement attentif à ces travaux. Il a d'ailleurs déjà rencontré hier les groupes et les parlementaires qui travaillent sur ces questions. Le gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les présidents de groupe, est à la disposition du Parlement sur tous ces sujets ou sur d'autres que nous avons déjà examinés. Et je pense à la question épineuse, particulièrement complexe, mais qu'il faut traiter encore avec plus de détermination, qui est celle des trafics d'armes dans nos quartiers. Tirer des leçons, c'est d'abord prendre conscience que la situation change en permanence et que les services en charge du renseignement intérieur et la juridiction antiterroriste doivent être régulièrement renforcés. Je tiens à saluer, là aussi, le travail de nos services de renseignement, DGSI, DGSE, services du renseignement territorial, à saluer aussi la justice antiterroriste, la tâche de ces femmes, de ces hommes, est par essence discrète et immensément délicate. Ils font face à un défi sans précédent, un phénomène protéiforme, mouvant, qui se dissimule aussi. Et parce qu'ils savent travailler ensemble, ils obtiennent des résultats. À 5 reprises, en 2 ans, ils ont permis de neutraliser des groupes terroristes susceptibles de passer à l'acte. En France, comme dans l'ensemble des pays européens, les personnes qui se reconnaissent dans le djihadisme international ont fortement augmenté en 2014. Dès l'examen de la loi antiterroriste, en décembre 2012, j'ai dit qu'il y avait en France des dizaines de méras potentiels. Le temps a confirmé dramatiquement et implacablement ce diagnostic. Sans renforcement très significatif des moyens humains et matériels,
les services de renseignement intérieur pourraient se trouver débordés. On dépasse désormais 1250 individus pour les seules filières irako-syriennes, sans jamais négliger les autres théâtres d'opération, les autres menaces, celles des autres groupes terroristes au Sahel, au Yémen, dans la Corne de l'Afrique et dans la zone afghano-pakistanaise. Nous affecterons donc les moyens nécessaires pour tenir compte de cette nouvelle donne. En matière de sécurité, les moyens humains sont en effet essentiels. Nous l'avons mis en pratique depuis 2012. En 2013, sur la base des enseignements des tueries de Montauban et de Toulouse et des propositions formulées par la mission Urvoas-Verscher, une profonde réforme de nos services de renseignement a été accomplie avec la transformation de la Direction centrale du renseignement intérieur en Direction générale de la sécurité intérieure. La création de 432 emplois à la DGSI a été programmée. Ils doivent permettre de renforcer les compétences et de diversifier les recrutements, informaticiens, analystes, chercheurs ou interprètes. 130 sont déjà pourvus. Nous avons aussi amélioré la coopération entre nos services intérieurs et extérieurs et également renforcé, même s'il faut encore faire davantage, nos échanges avec les services étrangers à la suite de l'initiative que j'ai pu prendre il y a 2 ans avec les ministres européens et notamment avec la ministre belge, Joëlle Milquet, puisque son pays est également confronté à ces problèmes-là. Initiative que Bernard Cazeneuve a prolongée encore avec la Réunion, avec de nombreux ministres de l'Intérieur, place Beauvau. Mais il faut aller plus loin. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de m'adresser dans les 8 jours des propositions de renforcement. Elles devront notamment concerner Internet et les réseaux sociaux qui sont plus que jamais utilisés pour l'embraguinement, la mise en contact et l'acquisition de techniques permettant de passer à l'acte. Nous sommes aussi l'une des dernières démocraties occidentales à ne pas disposer d'un cadre légal cohérent pour l'action des services de renseignement, ce qui pose un double problème. Un travail important a été fourni par la mission d'information sur l'évaluation du cadre juridique des services de renseignement présidée par Jean-Jacques Urvoas en 2013. Un prochain projet de loi, quasiment prêt, visera à donner aux services tous les moyens juridiques pour accomplir leur mission, tout en respectant les grands principes républicains de protection des libertés publiques et individuelles. Ce texte de loi, qui sera sans aucun doute enrichi par vos travaux, doit être, c'est ma conviction, adopté le plus rapidement possible. Au cours de l'année, nous lancerons également la surveillance des déplacements aériens des personnes suspectes d'activités criminelles. C'est le système PNR. La plateforme de contrôle française sera opérationnelle dès septembre 2015. Il reste à mettre en place un dispositif similaire au niveau européen. J'appelle de manière solennelle, ici dans cette enceinte, le Parlement européen à prendre enfin toute la mesure de ces enjeux et de voter, comme nous lui demandons depuis 2 ans avec l'ensemble des gouvernements, à adopter ce dispositif qui est indispensable. Nous ne pouvons plus perdre de temps. Mesdames et messieurs, les phénomènes de radicalisation sont présents sur l'ensemble du territoire. Il faut donc agir partout. Le plan d'action adopté en avril dernier a permis de renouveler l'approche administrative et préventive. La plateforme de signalement est particulièrement sollicitée par les familles et elle a permis d'éviter de nombreux départs. Les préfets, en lien avec les collectivités territoriales qui doivent être associées à ces démarches, mettent progressivement en place des dispositifs de suivi et de réinsertion des personnes radicalisées. Là encore, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, en lien avec d'autres membres du gouvernement concernés par ces sujets, de m'indiquer les moyens nécessaires pour amplifier ces actions. Les phénomènes de radicalisation se développent, nous le savons, vous l'avez dit, en prison. Ce n'est pas nouveau. L'administration pénitentiaire renforce d'ailleurs l'action de ses services de renseignement en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur. Il faut là aussi accroître nos efforts. Dans nos prisons, des imams comme des aumôniers de tous les cultes interviennent, c'est normal. Mais il faut un cadre clair à cette intervention.
Il nous faut aussi parvenir à une réelle professionnalisation. Enfin, avant la fin de l'année, sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Une formation de haut niveau sera dispensée aussi au service de la protection judiciaire de la jeunesse. Comprendre le parcours de radicalisation d'un jeune est toujours complexe. Nous savons la facilité avec laquelle certains jeunes délinquants de droit commun basculent dans des processus de radicalisation. Et le passage de la délinquance de droit commun à la radicalisation et au terrorisme est un phénomène que nous avons décrit à maintes reprises, ici, dans les travaux de l'Assemblée nationale. Mais nous devons savoir prendre les mesures adaptées qui s'imposent. Il faut certes accompagner, aider, suivre de nombreux mineurs menacés par cette radicalisation. Il faut aussi prendre acte de la nécessité de créer au sein de la direction de la PJJ une unité de renseignement, à l'instar de ce qui est fait dans l'administration pénitentiaire. Pour tous ces axes de travail, mais aussi pour répondre aux besoins du parquet antiterroriste, j'ai demandé à la garde des Sceaux de me faire des propositions également dans les jours qui viennent. Mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme demande une vigilance de chaque instant. Nous devons pouvoir connaître en permanence l'ensemble des terroristes condamnés, connaître leur lieu de vie, contrôler leur présence ou leur absence. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur et de la Justice d'étudier les conditions juridiques de mise en place d'un nouveau fichier. Il obligera les personnes condamnées à des faits de terrorisme ou ayant intégré des groupes de combat terroristes à déclarer leur domicile et à se soumettre à des obligations de contrôle. De telles dispositions existent déjà pour d'autres formes de délinquance à risque élevé de récidive. Nous devons l'appliquer en matière d'engagement terroriste, toujours sous le contrôle strict du juge. Mesdames et messieurs, toutes ces propositions, et il y en aura d'autres, je n'en doute pas et n'en doutez pas, avant leur mise en œuvre et application, feront l'objet d'une consultation ou d'une présentation au Parlement, au-delà bien sûr des textes législatifs. Mesdames et messieurs les députés, les épreuves tragiques que nous venons de traverser nous marquent notre pays et marquent notre conscience et nos consciences. Mais nous devons être capables de poser rapidement, à chaque fois, un diagnostic lucide, aussi sur l'état de notre société, sur ces urgences. Ce sont des débats que nous aurons l'occasion évidemment de mener. Je veux en dire, en m'excusant de prendre plus de temps que nécessaire à ce qui était prévu. Le premier sujet qu'il faut aborder, clairement, c'est la lutte contre l'antisémitisme. L'histoire nous l'a montré, le réveil de l'antisémitisme, c'est le symptôme d'une crise de la démocratie, d'une crise de la République. C'est pour cela qu'il faut y répondre avec force. Après Ilan Halimi en 2006, après les crimes de Toulouse, les actes antisémites connaissent en France une progression insupportable. Il y a les paroles, les insultes, les gestes, les attaques ignobles, comme à Créteil, il y a quelques semaines, qui, je l'ai rappelé ici dans cet hémicycle, n'ont pas soulevé l'indignation qui était attendue par nos compatriotes juifs dans le pays. Il y a cette inquiétude immense, cette peur que nous avons les uns et les autres sentie, palpée, samedi, dans la foule, devant cette hyper-cachère porte de Vincennes ou à la synagogue de la Victoire, dimanche soir. Comment accepter qu'en France, terre d'émancipation des Juifs il y a 2 siècles, mais qui fut aussi, il y a 70 ans, l'une des terres de son martyre, comment peut-on accepter que l'on puisse entendre dans nos rues crier mort aux Juifs? Comment peut-on accepter les actes que je viens de rappeler? Comment peut-on accepter que des Français soient assassinés
parce qu'ils sont juifs? Comment peut-on accepter que des compatriotes ou qu'un citoyen tunisien que son père avait envoyé en France pour qu'il soit protégé, alors qu'il va acheter son pain pour le Shabbat, meure parce qu'il est juif? Ce n'est pas acceptable. Et à la communauté nationale, qui peut-être n'a pas suffisamment réagi, à nos compatriotes français juifs, je leur dis que cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter, que nous devons, là aussi, nous rebeller. Et en posant le vrai diagnostic, il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles, mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du juif et de tous les juifs. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme la ministre Ségolène Royal l'a dit ce matin à Jérusalem, comme Claude Lanzmann l'a écrit dans une magnifique tribune dans Le Monde, oui, disons-le, à la face du monde, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Et ce message, c'est à nous tous de le clamer haut et fort. Nous ne l'avons pas dit, nous ne sommes pas assez indignés. Et comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question « Quel est ton ennemi ?», et qu'il lui réponde « C'est le juif ». Quand on s'attaque aux juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais. Et quelle terrible coïncidence, quel affront que de voir un récidiviste de la haine tenir son spectacle dans des salles bondées au moment même où samedi soir, la nation, porte de Vincennes, se recueillait. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force, ici, à la tribune de l'Assemblée nationale. Et allons jusqu'au bout du débat. Allons jusqu'au bout du débat, mesdames et messieurs les députés. Quand quelqu'un s'interroge, un jeune, un citoyen ou un jeune, et qu'il vient me dire à moi ou à la ministre de l'Éducation nationale, mais je ne comprends pas, cet humoriste, lui, vous voulez le faire taire, et les journalistes de Charlie Hebdo voulaient monter au pinacle. Mais il y a une différence fondamentale, et c'est cette bataille que nous devons gagner, celle de la pédagogie auprès de notre jeunesse. Il y a une différence fondamentale entre la liberté d'impertinence. Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais. Il y a une différence fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes, et que la justice devra sans doute punir avec encore plus de sévérité. L'autre urgence, c'est de protéger nos compatriotes musulmans. Ils sont eux aussi inquiets. Des actes anti-musulmans, inadmissibles, intolérables, se sont à nouveau produits ces derniers jours. Là aussi, s'attaquer à une mosquée, à une église, à un lieu de culte, profaner un cimetière, c'est une offense à nos valeurs. Et le préfet Latron a en charge, à la demande du ministre de l'Intérieur, en lien avec tous les préfets, de faire en sorte que la protection de tous les lieux de culte soit assurée. L'islam est la deuxième religion de France. Elle a toute sa place en France. Et notre défi, pas en France, mais dans le monde, c'est de faire cette démonstration. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme
sont compatibles avec toutes les religions sur le sol national qui acceptent les principes et les valeurs de la République. Mais cette République doit faire preuve de la plus grande fermeté, de la plus grande intransigeance face à ceux qui tentent, au nom de l'islam, d'imposer une chape de plomb sur des quartiers, de faire régner leur ordre sur fond de trafic et sur fond de radicalisme religieux, un ordre dans lequel l'homme domine la femme et où la foi, oui, Madame la Présidente Pompili, vous avez eu raison de le rappeler, l'emporterait sur la raison. J'avais, ici devant cette Assemblée, il y a quelques mois, évoqué les insuffisances et les échecs de 30 ans de politique d'intégration. Mais en effet, quand de vrais ghettos urbains se forment, où l'on n'est plus qu'entre soi, où l'on ne prône que le repli, que la mise en congé de la société, où l'État n'est plus présent, comment aller vers la République, saisir cette main fraternelle qu'elle tend? Et surtout, comment tirer un trait catégorique sur cette frontière trop souvent ténue qui fait que l'on peut basculer? Pas d'angélisme, regardons les faits en face, dans nos quartiers, de l'islam tolérant, universel, bienveillant, vers le conservatisme, vers l'obscurantisme, l'islamisme et pire, la tentation du djihad et du passage à l'acte. Ce débat, il n'est pas entre l'islam et la société, c'est bien un débat au sein même de l'islam que l'islam de France doit mener en son sein, en s'appuyant sur les responsables religieux, sur les intellectuels, sur les musulmans qui nous disent depuis plusieurs jours qu'ils ont peur. Je l'ai déjà rappelé, comme vous tous, j'ai des amis français de confession et de culture musulmane. L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi, je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Enfin, la réponse aux urgences de notre société doit être forte, sans hésitation. La République et ses valeurs, et ce sont mes derniers mots. Et en premier lieu, la laïcité, qui est gage d'unité et de tolérance. La laïcité, elle s'apprend bien sûr à l'école, qui en est un des bastions. C'est là, peu importe les croyances, les origines, que tous les enfants de la République ont accès à l'éducation, au savoir, à la connaissance. J'étais ce matin avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, devant les recteurs de France. Et je leur ai adressé un message de mobilisation totale, un message d'exigence, un message qui doit être répercuté à tous les niveaux de l'éducation nationale, autour du seul enjeu qui importe, la laïcité, la laïcité, la laïcité, parce que c'est le cœur de la République et donc de l'école. La République n'est pas possible sans l'école, et l'école n'est pas possible sans la République. Et on a laissé passer trop de choses, je le disais il y a un instant, dans l'école. La laïcité, oui la laïcité, la possibilité de croire ou de ne pas croire, l'éducation a des valeurs fondamentales, doit plus que jamais, c'est aussi cette réponse, être le combat de la France face à l'attaque que nous avons connue. Et arborons fièrement ce principe, puisqu'on nous attaque à cause de la laïcité, à cause des lois que nous avons votées ici, interdisant les signes religieux à l'école, prohibant le voile intégral, revendiquons-les, parce que c'est ça qui doit nous aider à être encore davantage plus forts. Au fond, une seule chose compte, rester fidèle
à l'esprit du 11 janvier 2015, ce moment où la France, après le choc, a dit non dans ce mouvement spontané d'unité nationale. Cette France qui s'est retrouvée dans l'épreuve, ce moment où le monde entier est venu à elle, car le monde sait lui aussi la grandeur de la France et cela qu'elle incarne d'universel. La France, c'est l'esprit des Lumières. La France, c'est l'élément démocratique. La France, c'est la République chevillée au corps. La France, c'est une liberté farouche. La France, c'est la conquête de l'égalité. La France, c'est une soif de fraternité. Et la France, c'est aussi ce mélange si singulier de dignité, d'insolence et d'élégance. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est donc être habité par ces valeurs. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est apporter les réponses aux questions que se posent les Français. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est comprendre que le monde a changé, qu'il y aura un avant et un après, et au nom même de nos valeurs, apporter la riposte avec toute la détermination nécessaire. Fermeté, unité sont les termes qui ont été encore utilisés par le président de la République ce matin. Nous allons donc entretenir, je l'espère, comme un feu ardent, cet état d'esprit et nous appuyer sur la force de son message d'unité. Et en revendiquant fièrement ce que nous sommes, en le faisant, en nous rappelant sans cesse de nos héros, ceux qui sont tombés, ces 17, la semaine dernière, en nous souvenant toujours de ces héros que sont les forces de l'ordre. Avec beaucoup d'émotion, nous l'avons encore ressenti ce matin. Vous étiez nombreux sur tous les bancs, dans la cour de la préfecture de police de Paris. C'est ça aussi la France. Il y avait 3 couleurs à un moment qui me sont venues à l'esprit. 3 couleurs de ces 3 policiers, ces 2 policiers nationaux et cette policière municipale. Ils représentaient la diversité des parcours et des origines. 3 couleurs différentes, 3 parcours, mais 3 Français, 3 serviteurs de l'État. Et devant les cercueils, aux côtés de leurs familles, il n'y avait que 3 couleurs, celle du drapeau national. C'est au fond ça le plus beau message. Je vous avais dit ici, au mois d'avril, ma fierté, comme chacun d'entre vous, d'être français. Il y a quelque chose qui nous a tous renforcés, après ces événements et après les marches de cette fin de semaine. Je crois que nous le sentons tous. C'est plus que jamais la fierté d'être français. Ne l'oublions jamais. Merci, Monsieur le Premier ministre.